Bonjour à tous, il se tient ici même à Abidjan depuis hier un forum international sur la normalisation et l'innovation en matière de technologie de l'information et de la communication. Il s'agit pour les experts de réfléchir sur les moyens de rendre plus accessible le secteur des TIC aux populations mais surtout aux investisseurs. Gabriel Zani. 7 millions d'abonnés à la 3G à ce jour contre près de 3 000 en 2013. Il est clair que l'Ivoirien développe un intérêt pour l'accès à Internet haut débit. Mais il n'y a pas que cela, le nombre des utilisateurs de solutions e-money ne cesse de grimper. 8 milliards de francs CFA, c'est le montant des transactions financières effectuées par jour. Le tournant des télécommunications est donc pris à grande vitesse en Côte d'Ivoire, mais il faut encore sensibiliser. Beaucoup de sensibilisation, surtout dans nos écoles et universités, pour que tout le monde puisse accéder aux NTIC sans crainte. L'édition 2015 du Forum international sur la normalisation et l'innovation en matière de technologie de l'information et de la communication, ouverte ce jeudi à Abidjan, vise le développement de services innovants. Le gouvernement lance le Smart Côte d'Ivoire Days. Ce programme vise essentiellement la mise aux normes des meilleures pratiques de notre cadre législatif et réglementaire, de façon à donner confiance à l'ensemble des acteurs de notre cyberespace. L'ambition de notre pays en cette matière, quoique réaliste, est et demeure forte, parce que justement nous croyons au pouvoir de transformation des TIC. Pour une connectivité et une dématérialisation des informations de mieux en mieux assurée, le gouvernement a consenti de gros efforts selon le ministre de la Poste et des TIC. Les baisses en question, c'est de 32% à 6% en ce qui concerne par exemple les terminaux téléphoniques et c'est de 27% à 6% en ce qui concerne les terminaux informatiques, donc PC, tablettes et smartphones. C'est des efforts qui vont permettre à notre secteur d'être encore plus dynamique et surtout vont permettre à nos populations d'accéder beaucoup plus facilement qu'avant aux terminaux, donc aux TIC. Ce forum est le point d'orgue des festivités consacrant les 150 ans de l'Union internationale des télécommunications, UIT, dont la Côte d'Ivoire fait partie. Oulin Zao, le secrétaire général de l'Union, a dans son allocution appelé tous les pays africains à réduire la fracture numérique. Ajustement tarifaire des factures d'électricité en Côte d'Ivoire, vous le savez, la mesure a pris effet depuis le 1er juillet. 40% des clients, notamment les abonnés sociaux, ne sont pas concernés par cette mesure. Dans ce reportage de Adama Koné, les explications du ministre du pétrole et de l'énergie, Adama Tongara, il était face à la presse. Produit à 76 francs CFA le kilowattheure, l'électricité est vendue en moyenne à 65 francs CFA. C'est net, le secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire vend son produit en dessous du coût de revient. Conséquence, le secteur enregistre un déficit annuel de 63 milliards de francs CFA, subventionné par l'État. Pour le gouvernement donc, un ajustement tarifaire s'impose. Les nouvelles factures seront majorées par type d'abonné. Un ajustement à visage social. Conformément donc à la politique du chef de l'État visant à protéger les couches sociales à faible revenu, les 522 410 abonnés au tarif social, représentant environ 40% du nombre total, ne sont pas touchés par cette mesure d'ajustement tarifaire. Les 397 999 petits consommateurs abonnés basse tension domestique et professionnels monophasés, soit environ 30% des abonnés connaîtront un ajustement de tarif de l'ordre de 6%, soit un impact sur leur facture de l'ordre de 500 à 600 francs CFA par mois. Les 400 327 gros consommateurs, comprenant les abonnés professionnels basse tension et des abonnés basse tension domestique, connaîtront un ajustement de l'ordre de 10%, soit un impact compris entre 1 500 francs CFA et 15 000 francs CFA par mois.
Les 4042 abonnés industriels connaîtront un ajustement de 10% en 2015. Selon le ministre Tungara, ce sont donc 70% des consommateurs qui seront faiblement impactés par la mesure d'ajustement tarifaire. Il a également éclairé sur le programme d'investissement de l'État qui prévoit la construction de 10 barrages hydroélectriques dans les années à venir, ce qui allégerait la facture des ménages. La tendance, c'est d'améliorer le mix énergétique pour que, évidemment, les coûts baissent et pour que nous aussi, on puisse répercuter cette baisse-là au niveau de nos concitoyens. Tout en appelant les consommateurs au bon réflexe d'économie d'énergie, le conférencier a souligné que les coupures d'électricité ne sont pas le fait d'un rationnement ou d'un délestage, mais plutôt le fait de plusieurs facteurs dont le vol, les intempéries et la fraude. On aborde à présent ces rapports d'exécution de C22 en Côte d'Ivoire. Il s'agit tout simplement de contrats de désendettement et de développement. Le directeur de cabinet du Premier ministre Awandoli et l'ambassadeur de France, son Excellence Georges Serre, ont tous les deux dressé un bilan positif de ce partenariat pour le développement de notre pays. Noël Niagno. C2D, entendez, contrat de désendettement et de développement. Une histoire qui prend sa source dans l'obtention de l'initiative dite PPTE, pays pauvres très endettés. Après l'atteinte de cet objectif, la France, qui avait les 2/3 de cette dette, soit 2500 milliards, a jugé bon d'annuler 600 milliards de francs CFA. Le reste, soit 1900 milliards, a été mis en place un mécanisme qu'on appelle CDD. Et ce mécanisme consiste à continuer à payer les échéances de la dette. Et la France, en retour, nous ramène cette dette sous forme de subvention. Comment a fonctionné ce CDD depuis sa signature en 2011? Quels sont les projets qui ont été réalisés? Leur coût, leur impact? Ces questions et bien d'autres ont meublé la rencontre du directeur de cabinet du Premier ministre, de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire avec les journalistes de la presse nationale et internationale. 2 heures d'horloge pour visiter tout le processus de mise en œuvre du CDD. Au commencement, le ciblage des projets à financer. La partie française, la partie ivoirienne, nous choisissons ensemble les projets qui doivent être financés. On demande, pour être plus concret, chaque ministère de nous faire des propositions de financement. Chaque ministère fait. Des propositions ont été faites et le gouvernement a choisi. Et le Conseil des ministres a choisi les projets qui doivent être financés. Sur cette base, la quasi-totalité des projets ont été lancés sur l'ensemble du territoire national. Des réalisations livrées. Le bilan financier indique sur plus de 400 milliards, 340 milliards ont été remboursés par l'État de Côte d'Ivoire, soit 82%. Le montant décaissé et injecté dans l'économie ivoirienne s'élève à 253 milliards, soit 75%. Voilà qui explique les satisfactions de la partie française. Tous les paris que nous avons faits, par exemple mobiliser des ONG pour faire des centres de santé en utilisant la ressource locale, ça marche. Donc ça, c'est très structurant en matière de développement. Ça implique aussi les usagers. Pareil en matière de construction de classes, pas de collège cette fois-ci, mais de classes, eh bien on voit que des ONG peuvent très bien être mobilisées pour lancer la construction de classes, les superviser et avoir du bon résultat. Les échanges avec la presse ont permis de lever des équivoques, expliquer davantage certains résultats afin que les hommes des médias puissent faire écho des acquis de ce premier CDD et permettre aux opinions françaises et ivoiriennes de se faire une saine appréciation de cette démarche singulière sur la route du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. La conférence sur le climat, conférence dénommée COP21, qui va se tenir en décembre prochain à Paris, se prépare activement. Les collectivités locales se mobilisent pour faire des propositions concrètes à ce COP21. Et notez qu'après Yamoussoukro, eh bien, c'est Lyon, en France, qui accueille depuis maintenant quelques jours une réunion pour débattre sur les questions liées au climat. Plus de 1000 morts récemment au Pakistan du fait de la canicule. 40 degrés dans certaines régions de France. Pendant ce temps, certaines capitales africaines sont sous les eaux du fait des pluies diluviennes. Autant de dérèglements climatiques qui inquiètent le monde entier. Il faut donc trouver des solutions durables avant le rendez-vous de Paris en décembre prochain. Européens et Africains se donnent déjà des idées.
car pour eux, il faut confier ses responsabilités au territoire. On agit fortement pour le climat, notamment au travers des territoires à énergie positive, qui sont des démarches territoriales pour associer les habitants et les acteurs économiques sur un territoire et s'inscrire dans une trajectoire neutre carbone à 2050, c'est-à-dire aller beaucoup plus vite que ce que proposent aujourd'hui les négociations internationales. À ce sommet mondial sur le climat et les territoires, les autres parties du monde aussi victimes de ce changement climatique veulent donner de la voix et proposer leurs solutions. Nous avons mis en place au Québec un marché du carbone avec la Californie, qui est le plus grand marché du carbone en Amérique du Nord, auquel va se joindre l'Ontario à compter des 12 à 18 prochains mois. La façon d'agir concrètement pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre passe nécessairement par l'action des États fédérés. C'est très important. Je suis membre du CLI et ce qu'on veut, c'est que les pays riches mettent les fondements en place pour que les pays qui n'ont pas fait le problème ont les moyens de se protéger contre le changement qui aura lieu. Donc c'est important que les fondements soient là et qu'on transfère la technologie pour que les gens de l'Afrique peuvent faire autant qu'ils peuvent pour protéger leur environnement. Plusieurs thématiques seront abordées par les 80 pays participants à ce sommet mondial sur le climat et les territoires. Des thématiques qui porteront notamment sur jeunesse et climat, la parole responsable de demain et la planification territoriale, avec à la clé une intervention du président français François Hollande. Voilà un reportage de notre envoyé spécial à Paris, Mamadou Kouassi. Des réformes dans le secteur système judiciaire de Côte d'Ivoire. Le secteur est en pleine redynamisation. On en parle avec Sidonie Davila. Après 12 années d'interruption, les sessions d'assises ont repris dans le cadre des procès de la crise post-électorale. Pour gérer de façon efficace ces procès, le ministère de la Justice a entrepris d'organiser une série de séminaires afin de renforcer la capacité des acteurs qui œuvrent en la matière, notamment les magistrats et les greffiers. Le présent séminaire, donc, qui vient à point nommé, se donne comme objectif de remettre à niveau les acteurs de la justice populaire et sociale, la justice des jurés. Aussi contribuera-t-il à améliorer la qualité et la performance des personnels judiciaires. Au cours de cette formation, 3 experts français seront mis à contribution. De la manière dont les affaires sont jugées, sont traitées, sont organisées par la justice, c'est toute la crédibilité de la justice, bien souvent, qui apparaît à travers cette manifestation. Donc nous sommes très soucieux de la bonne tenue des procès. Aux acteurs chargés de la préparation, l'organisation et la tenue des sessions d'assises, ce séminaire permettra de maîtriser les règles applicables et de connaître les bonnes pratiques reconnues en la matière. Les audiences d'assises sont exceptionnelles en raison de leur spécificité et de la rigueur des règles qui en gouvernent l'organisation, le fonctionnement et la compétence. Ces règles, qui ne tolèrent guère l'improvisation dans la pratique, méritent donc d'être révisitées au moment où vont s'ouvrir les différentes sessions dans le pays. Durant 2 jours, ce sont 650 magistrats et 750 greffiers qui vont bénéficier d'une formation dense et de qualité qui devrait contribuer à l'efficacité de l'appareil judiciaire. Hors de chez nous, le Libéria, de nouveau dans la tourmente après quelques mois de répit. Ebola refait surface dans le pays 3 mois après avoir été déclaré vaincu. De nouveaux cas ont été confirmés par les autorités. Le Libéria se croyait jusqu'à cette semaine débarrassé du virus, comme l'avait certifié le 9 mai dernier l'Organisation mondiale de la santé. 42 jours, soit 2 fois la durée maximale d'incubation, après l'enterrement de la dernière victime le 28 mars. Mais ce mardi, les autorités ont annoncé la mort dans un village proche de l'aéroport international Roberts, au sud-est de Monrovia, d'un adolescent victime d'Ebola, tombé malade le 21 juin, d'après le rapport hebdomadaire publié par l'OMS. Selon le vice-ministre de la Santé Tolbert Niasia, ce Libérien de 17 ans est décédé le 28 juin et l'échantillon prélevé sur son corps a été confirmé positif au virus le lendemain. Lorsqu'il a commencé à être malade, il n'a jamais donné de signe qu'il était atteint d'Ebola. Moi, j'étais là,
Il n'a jamais vomi, il n'est jamais allé aux toilettes, rien. Il n'avait que de la fièvre. Nous voulons dire au gouvernement que c'est frustrant et qu'on ne comprend pas, vu qu'on vient de nous annoncer que nous étions libérés d'Ebola. Et nous ne comprenons pas quel mécanisme a mis en place le gouvernement pour qu'au final, Ebola revienne au Libéria. Donc nous voulons presser le gouvernement à agir sérieusement sur cela. Au total, 102 personnes ont été identifiées comme ayant eu des contacts avec l'adolescent. Les enquêtes épidémiologiques se poursuivent sur l'origine de ce nouveau cas pour déterminer s'il provient d'une contamination d'un des deux pays voisins encore touchés par Ebola, la Guinée et la Sierra Leone, ou d'un foyer non identifié au Libéria. Mais en attendant, les seaux d'eau chlorée font leur apparition et le contact humain commence à se limiter au coude pour éviter les poignées de main. Voilà, un commentaire de Thomas Guessambier qui met fin à ce journal. Je vous laisse en compagnie de Christelle Meledj.